Donc ma conférence va porter sur les réseaux cérébraux de la navigation et je voudrais mettre l'emphase sur l'influence et le rôle du cervelet sur l'activité de l'hippocampe. En effet, l'hippocampe est une structure qui est classiquement décrite comme jouant un rôle dans la mémoire, mais aussi maintenant, et vous avez entendu ce que Neil Burgess vous a dit tout à l'heure, qu'il peut aussi jouer un rôle dans la navigation spatiale. En ce qui concerne le cervelet, il faut savoir que c'est une structure qui comporte plus de la moitié des neurones du cerveau. Et malgré cela, la plupart du temps, le cervelet est encore considéré comme une structure uniforme et son rôle est très souvent cantonné à un rôle moteur, voire d'adaptation motrice. Mais on pense peu à lui quand on pense à la mémoire et aux fonctions cognitives. Donc avec mon groupe de recherche, nous nous intéressons au rôle du cervelet dans ses fonctions cognitives et en particulier dans la navigation. Donc il faut savoir que le cervelet est connecté anatomiquement au réseau cérébral de la navigation via deux voies. Une voie qui passe donc par le thalamus ventrolatéral et centrolatéral et le cortex pariétal, et une deuxième voie qui passe par le système des cellules de direction de la tête. Ces deux systèmes convergent ensuite sur le cortex entorhinal qui projette sur l'hippocampe dans lequel se trouvent ces fameuses cellules de Lieu dont vous venez d'entendre parler. Notre objectif est de comprendre comment une altération au niveau du cervelet peut impacter l'activité de ces cellules de Lieu. Et pour cela, nous avons dans l'équipe des approches d'enregistrement électrophysiologique chez la souris qui est en train d'explorer un environnement. Ça peut être un environnement nouveau ou un environnement familier. Nous utilisons des techniques classiques de tétrode que nous implantons dans l'hippocampe des souris avec des chirurgies stéréotaxiques. Et nous disposons également de modèles de souris transgéniques dans lesquels nous avons spécifiquement inactivé un gène au niveau du cervelet. Cette spécificité est particulièrement importante ici parce que cela nous permet d'avoir des modèles animaux dans lesquels nous n'avons pas de déficit moteur, ce qui fait que nous pouvons étudier le rôle du cervelet dans des fonctions cognitives indépendamment de troubles moteurs. Notre hypothèse de travail est la suivante. Donc on sait dans la littérature, notamment grâce à des enregistrements chez le singe et des modèles computationnels également, que le cervelet intègre des informations sensorielles et prédit les conséquences sensorielles des actions. Notre hypothèse ici est que ce cervelet est important pour permettre de stabiliser ou de mettre à jour notre représentation de l'espace lorsque nous bougeons dans l'espace, lorsque nous explorons un nouvel environnement. Je vais tout d'abord vous montrer des résultats que nous avons obtenus en étudiant deux modèles de souris, les souris qu'on appelle L7PKCI et L7PP2B. Dans les deux cas, il s'agit de souris dans lesquelles un gène a été inactivé spécifiquement au niveau de ce qu'on appelle les cellules de Purkinje, au niveau du cortex cérébelleux, et ceci grâce à un promoteur spécifique de ces cellules de Purkinje, le promoteur L7. Alors pourquoi cibler les cellules de Purkinje ? Eh bien parce que ce sont les neurones principaux du cortex cérébelleux. C'est sur ces neurones que convergent l'ensemble des informations sensorielles et l'axone de ces cellules de Purkinje constitue la seule voie de sortie du cortex cérébelleux vers le reste du cerveau. Dans la souris L7PKCI, l'inactivation, c'est une inactivation d'une kinase qui provoque un déficit d'induction d'un mécanisme de plasticité synaptique qu'on appelle dépression à long terme. Et dans le cas de la souris L7PP2B, c'est une phosphatase qui a été inactivée. Et dans ce cas-là, ce sont des mécanismes de potentialisation qui sont altérés. Dans les deux cas, ces déficits sont situés à la même synapse au niveau de ces cellules de Purkinje. Ce qui est important, c'est que dans les deux cas, nous avons observé un déficit du codage hippocampique, un déficit au niveau de l'activité des cellules de Lieu de ces souris. Dans les deux cas, nous faisons une expérience très simple dans laquelle la souris peut explorer une arène circulaire, soit dans le jour, c'est représenté ici en jaune, en présence d'objets, ou dans le noir et sans objet. Et ce que nous avons observé chez ces souris L7PKCI, c'est une altération de l'activité des cellules du Lieu uniquement lorsque les souris vont explorer l'arène dans le noir. Vous voyez que dans le jour, en fait, ces champs de Lieu sont parfaitement corrects.
Donc ici, je vous montre un seul exemple, mais en fait, nous avons observé ce déficit dans l'ensemble des cellules de lieu que nous avons enregistrées chez ces souris et dans l'ensemble des paramètres qui caractérisent ces cellules de lieu. Donc encore une fois, ici, c'est un exemple qui vous montre que chez l'âme souris mutante, il y a une altération de l'activité de ces cellules de lieu uniquement dans le noir et pas du tout dans le jour. Que se passe-t-il si on altère à la même synapse le mécanisme de potentialisation ? Eh bien, nous n'avons pas observé cette fois-ci de déficit dans le noir. Par contre, nous avons observé un déficit, une instabilité de cette activité des cellules de lieu lorsque la souris réexplore un environnement familier. Donc elle explore 12 minutes cette arène, cette première arène, on la sort de l'arène, on la remet dans cette arène, on n'a rien changé au niveau visuel, mais la souris... mais le code spatial, en fait, est instable. Et vous voyez que c'est illustré sur cet exemple. Ici, par exemple, le champ de lieu se trouve en bas à droite. Et vous voyez que, alors qu'on n'a rien changé à l'environnement, on observe une rotation, une instabilité rotationnelle, une rotation d'un angle ici de presque 180 degrés dans cette cellule-ci. Et nous avons observé cette instabilité dans 25% des cas chez la souris mutante lorsque nous avons réalisé nos enregistrements. Un autre point très important, c'est que, encore une fois, ce que je vous montre ici sur un exemple se passe à l'échelle de la population et de la représentation spatiale dans son ensemble. En effet, lorsqu'on enregistre plusieurs cellules de lieu simultanément chez ces souris mutantes, eh bien, on observe cette instabilité rotationnelle dans l'ensemble des cellules que nous mesurons. Ce qui veut dire que vraiment, toutes ces cellules présentent une instabilité et surtout la même rotation avec le même angle de rotation. Donc ceci montre bien que dans ce cas présent, ces souris L7PP2E présentent une désorientation dans un environnement familier. Dans son ensemble, ces résultats montrent finalement que lorsqu'on crée une altération à l'échelle synaptique au niveau du cervelet, eh bien, on a des conséquences fonctionnelles importantes sur l'activité des cellules de lieu et un codage spatial qui est largement affecté, et ceci de manière différentielle en fonction du type de plasticité. Suite à cette expérience, nous avons cherché à comprendre comment est-ce que le cervelet peut impacter l'hippocampe. Donc pour cela, nous avons réalisé cette expérience dans laquelle nous injectons un virus de la rage qui a la propriété d'être un traceur transsynaptique rétrograde et qui, une fois qu'il est injecté ici dans l'hippocampe dorsal, eh bien, permet de voir après quelques heures d'incubation quelles sont les régions du cervelet qui ont été infectées par ces cellules de la rage et quelles sont du coup les régions du cervelet qui sont connectées avec l'hippocampe. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous avons trouvé un marquage qui est très précis, qui est en fait localisé en bande au niveau du cervelet, qui correspond en fait aux bandes fonctionnelles qui sont décrites traditionnellement dans le cervelet. Et de plus, seules 3 régions du cervelet sont connectées avec l'hippocampe. Le lobule 6 et le croussin qui appartiennent au lobe central et le parafloculus qui appartient au cervelet vestibulaire. Un point intéressant ici également est de comprendre quelles sont finalement les fonctions de ces différentes régions cérébelleuses. Ce qu'on sait, c'est que le parafloculus, par exemple, est impliqué dans le réflexe vestibulo-oculaire, c'est-à-dire dans cette capacité à stabiliser l'image sur la rétine. Le lobule 6, quant à lui, est impliqué dans l'orientation du mouvement, alors que le croussin est traditionnellement décrit comme une structure impliquée dans l'apprentissage. On comprend donc bien comment, finalement, la convergence de ces 3 régions cérébelleuses peut impacter la stabilité du code spatial avec la convergence de ces 3 fonctions. Nous avons ensuite, connaissant maintenant les régions du cervelet qui sont connectées avec l'hippocampe, nous avons décidé de réaliser des enregistrements simultanés du cervelet et de l'hippocampe pendant un comportement de navigation. Donc pour cela, nous faisons des enregistrements multisites chez la souris, pendant que la souris est en train de réaliser un comportement. Ici, il s'agit d'un labyrinthe linéaire où l'animal doit faire des allers-retours pour recevoir une récompense. Nous pouvons faire ça dans un labyrinthe réel ou bien dans un labyrinthe virtuel, ce qui est le cas ici. Je vous montre une vidéo de cette souris qui utilise donc cette boule de polystyrène, un peu comme un joystick, et qui lui permet de faire des allers-retours
dans ce monde virtuel. Ce que vous voyez ici au niveau comportemental, c'est que la souris apprend la tâche, puisque au départ, donc, elle fait des allers-retours dans l'ensemble du labyrinthe, mais elle comprend vite, vous allez voir en rouge ici, qu'elle reçoit une récompense dans des endroits très particuliers du labyrinthe. Et donc, elle apprend à faire demi-tour immédiatement dès qu'elle a reçu la récompense, ce qui lui permet d'optimiser le nombre de récompenses qu'elle va recevoir pendant un essai donné. Nous avons réalisé donc, pendant cette tâche, des enregistrements dans 3 régions du cervelet, 2 régions connectées avec l'hippocampe, le Crous1 et le lobule 6, et une région non connectée, le lobule 2 ou le lobule 3. Nous avons également ici une électrode bipolaire au niveau de l'hippocampe. Et enfin, nous avons une électrode de stimulation au niveau du faisceau médian du télencéphale qui permet... ce faisceau médian du télencéphale fait partie du circuit de la récompense et donc ça permet d'avoir une stimulation intracrânienne pour donner une récompense à l'animal lorsqu'il se trouve au bon endroit. Nous avons étudié nous avons recherché quelles sont les cohérences neuronales entre ces différentes régions du cerveau, ici, dans un premier temps, en utilisant des potentiels de champ. Nous avons également des données avec des spikes, mais que je ne vous présenterai pas ici. Donc, ce que nous avons observé, c'est, dans un premier temps, c'est l'existence d'une cohérence de l'activité entre 2 régions du cervelet, le Crous1 et le lobule 6, donc celles qui sont connectées avec l'hippocampe, par rapport au lobule 2 et 3, qui, lui, n'est pas connecté. Et ceci, vous pouvez voir que dès le départ, en fait, dès le début de l'entraînement, eh bien, on trouve une cohérence entre ces régions cérébelleuses et l'hippocampe. Nous avons également montré que pour l'une de ces régions, qui est le Crous1, cette cohérence augmente en même temps que l'animal apprend la tâche et de manière en même temps que l'animal augmente le nombre de récompenses qu'il a obtenues. Nous avons comparé ce qui se passe dans le milieu réel et virtuel pour essayer de comprendre quelles sont les informations sensorielles qui pourraient être à l'origine de cette activité cohérente entre cervelet et hippocampe. Et nous avons montré que dans le monde virtuel, où l'animal est en tête fixée et où le signal vestibulaire est donc non pertinent, eh bien cette cohérence continue à exister. Ce qui tend à montrer que les informations visiomotrices peuvent être aussi à l'origine de cette cohérence entre cervelet et hippocampe. Donc, je vous ai montré dans cette première partie de la conférence des données dans une navigation qu'on dit simple, puisqu'il s'agissait d'un labyrinthe linéaire. Dans l'équipe, nous nous intéressons également à des tâches de navigation plus complexes, et pour cela, nous utilisons un labyrinthe qui s'appelle le Star Maze. C'est un paradigme de navigation qui permet d'évaluer de manière conjointe la mémoire spatiale et la mémoire séquentielle. Donc, c'est une tâche que j'ai inventée chez la souris et que nous avons adaptée chez l'homme lorsque je travaillais dans le laboratoire du professeur Alain Berthoz au Collège de France. Je vous montre la vidéo. Si j'arrive. Non. Ah. Oups. Donc, voilà ce à quoi sont confrontés les sujets lorsqu'on les place devant un grand écran. Ils doivent retrouver un cadeau qui est caché dans cet environnement. Pour cela, ils peuvent soit utiliser et se souvenir des informations visuelles placées dans cet environnement et utiliser ainsi la mémoire spatiale, ou bien se souvenir de la séquence de mouvement, la séquence de choix qu'ils font à chaque intersection. Ici, je tourne à droite, puis à gauche, puis à droite, pour obtenir un cadeau qui est ici un cadeau virtuel. Lorsque cette tâche est réalisée dans un scanner, nous pouvons caractériser quels sont les réseaux de structures ou quels sont les circuits impliqués dans chacune de ces mémoires, la mémoire spatiale d'une part et la mémoire séquentielle d'autre part. Donc voici ici les résultats que nous avons obtenus. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que vous voyez que les réseaux impliqués dans la mémoire spatiale d'une part et la mémoire de séquence d'autre part sont finalement totalement différents. En particulier, bien qu'ils impliquent tous les deux, par exemple, l'hippocampe et le cervelet, on a pu observer une latéralisation des structures impliquées dans ces 2 types de stratégies. L'hippocampe droit et le cervelet gauche, par exemple, ici, et l'inverse pour la stratégie de séquence. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a pu montrer qu'encore une fois, c'est cette partie du cervelet, le Crous1, qui est l'homologue de celui dont je vous ai parlé chez la souris, qui est impliqué dans ces stratégies de mémoire spatiale et de mémoire séquentielle.
Enfin, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que la corrélation entre hippocampe et cervelet est particulièrement corrélée à la capacité des sujets à réaliser cette stratégie de séquence. Et enfin, vous voyez que dans un cas, hippocampe et cervelet sont coactivés avec une structure comme le cortex préfrontal, alors que dans des stratégies spatiales, c'est plutôt le cortex pariétal qui vient se coactiver. Ce qui est aussi important à préciser ici, c'est que lors de l'apprentissage de ce chemin, eh bien, on voit que ces deux réseaux, en fait, sont activés les deux ensemble pendant l'apprentissage, montrant que pendant l'apprentissage, en fait, on mémorise ces deux stratégies de manière parallèle. Nous nous sommes posé le même type de questions chez la souris, à savoir, est-ce qu'on peut également caractériser le réseau qui permet un apprentissage de séquence chez la souris. Alors ici, il s'agit d'une étude assez importante dans laquelle nous avons réalisé de l'imagerie cellulaire de type FOSS, des analyses de réseau et des analyses mathématiques, des modèles mathématiques en collaboration avec Benoît Girard à l'ISIR. Ici, je ne vous présente que les données sur les réseaux. Ce que nous avons, c'est un petit peu différent de ce que nous avons regardé chez l'homme, puisqu'ici, nous avons cherché à comprendre comment est-ce que les 34 structures que nous avons comptées au niveau de l'analyse FOSS, comment est-ce que ces 34 structures pouvaient se réorganiser lorsque l'animal passait d'une exploration libre d'un nouvel environnement à la mise en place de cette séquence. Ce que vous pouvez voir, c'est que donc, la majorité des structures que nous avons comptées eh bien, sont activées si on les compare à des sujets contrôles qui simplement nagent dans ce labyrinthe. Mais par contre, vous voyez qu'ici, pendant l'exploration, eh bien, on a des corrélations très fortes entre les structures corticales, les structures striatales et les circuits de la récompense. Au contraire, lorsque l'animal a mis en place cette séquence, eh bien, vous voyez que ce sont les mêmes structures qui sont activées, mais il existe une réorganisation de ce réseau autour de deux structures, encore une fois l'hippocampe, et cette fois le chancéen de l'hippocampe, et ce sous-réseau ici représenté en vert du cervelet, qui implique encore une fois le croussin, le lobule 6, et chez la souris, nous avons également trouvé ce lobule 4-5, qui est un lobule moteur du cervelet. Si on compare donc ce qu'on a pu montrer chez l'homme et chez la souris, on s'aperçoit que finalement l'apprentissage et la réalisation d'une séquence finalement implique une interaction majeure entre hippocampe, cervelet et cortex préfrontal, que ce sont des choses finalement, enfin des résultats que l'on peut reproduire à la fois chez l'homme et chez la souris. La différence observée chez l'homme est cette latéralisation, et effectivement, dans tous les cas, le striatum, et en particulier le striatum médian, est impliqué également dans cette circuiterie. Je voudrais maintenant terminer mon exposé avec une application de cette stratégie de séquence. Pourquoi est-ce que c'est tellement intéressant d'étudier cette stratégie de séquence ? Eh bien, quand j'ai imaginé le Star Maze, en fait, j'avais été largement inspirée par la théorie d'Howard Eichenbaum, avec qui j'ai eu également la chance de travailler lorsque j'étais en postdoc à Boston au MIT, et qui propose que étudier la navigation, l'espace et les séquences, c'est-à-dire où je suis dans l'espace, le long du chemin, le long de la route, c'est un bon modèle d'étude de la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements dans un lieu, où est-ce que s'est passé l'événement, et dans une organisation temporelle donnée, c'est-à-dire dans quel ordre les événements se sont-ils passés. Et donc, inspiré par cette idée-là, nous avons proposé à des patients Alzheimer et des patients présentant des démences frontotemporales, ainsi qu'à des contrôles du même âge, d'évaluer leur mémoire spatio-temporelle pendant la navigation en utilisant le test du Star Maze d'une part et des tests neuropsychologiques classiques, ceux qui sont classiquement utilisés en clinique. L'idée était que peut-être ça pouvait servir d'outil de diagnostic différentiel pour cette pathologie Alzheimer. Nous avons fait une analyse factorielle, tout d'abord uniquement avec les tests neuropsychologiques standards. Donc chaque point ici représente un individu. Donc en rose, les patients atteints de démence frontotemporale et en noir ici, par exemple, les patients Alzheimer.
et ici les sujets sains contrôle du même âge. Vous voyez qu'avec des tests neuropsychologiques standards, eh bien, la sensibilité était de 60% et la spécificité de 97%. Lorsque nous avons ajouté les scores du STAR-Maze et en particulier les scores de séquence, eh bien, nous sommes arrivés à une sensibilité et une spécificité de 100%. Je voudrais, je pense, conclure cet exposé simplement avec un petit récapitulatif de ce que nos données montrent. Donc, comme je vous le disais en introduction de mon exposé, le cervelet est classiquement vu comme une structure qui va intégrer, pondérer des signaux sensorimoteurs pour générer un programme moteur. Ce que nous avons montré, c'est que le cervelet, notamment grâce à la convergence de 3 modules cérébelleux, peut finalement avoir un impact très important sur l'activité hippocampique et potentiellement donc sur la mémoire, et en particulier sur la stabilisation du code spatial. Au cours de la navigation, le cervelet pourrait donc non seulement pondérer les signaux multisensoriels qu'il reçoit classiquement, mais également l'information contextuelle, c'est-à-dire le contexte à la fois spatial et temporel, qui vient en particulier de l'hippocampe, mais on peut imaginer que c'est le cas de plein d'autres structures corticales, pour permettre ainsi de générer un programme moteur adapté à ce contexte spatial et temporel. Et donc ceci est particulièrement vrai dans la navigation, et en particulier dans cette mémoire séquentielle qui est un bon modèle d'étude de la mémoire épisodique et qui est également un outil intéressant pour diagnostiquer de manière différentielle les malades d'Alzheimer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions sur cette communication. Henri Corne. L'interaction cervelet-hippocampe, elle passe par des circuits inhibiteurs nécessairement. Oui. Parce que l'output du cervelet n'est que inhibiteur. Tout à fait. Alors comment est-ce que vous imaginez la suite? Mais en fait, il y a des données dans la littérature qui montrent qu'effectivement, si on fait une activation avec de l'optogénétique au niveau du cortex cérébelleux, on a effectivement une inhibition au niveau des noyaux profonds. Mais ensuite, tout de suite après, il y a un mécanisme d'échappement en fait, qui fait qu'il y a un rebond. C'est un mécanisme de désinhibition qui intervient. Absolument, c'est ça. Et qui va ensuite joue le rôle d'une pseudo-excitation. Exactement. Et on a effectivement des données qui montrent que si on active ce cervelet, on arrive quand même à moduler l'activité de l'hippocampe de manière directe, mais on peut soit l'inhiber, soit l'activer en fait. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-Pierre Changeux. Très beau travail, magnifique. Merci. Les vieilles expériences que nous avons faites autrefois avec mes collaborateurs sur les mutants de souris qui manquent d'une sous-unité des récepteurs nicotiniques. Et une chose curieuse que nous avons observée, c'est que il y a évidemment 2 comportements que vous avez bien mentionnés, le comportement exploratoire et la navigation. Et quand on abolit le récepteur nicotinique, le comportement exploratoire disparaît ou vraiment est très très faible comparé à la navigation. Alors dans votre schéma que vous nous avez montré, qui est très intéressant, dans le cas de l'exploration, vous avez un système de circuit qui est beaucoup plus simple que dans le cas de la navigation. On aurait pu penser le contraire. Alors, comment vous voyez la solution à ce paradoxe? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est que on fait souvent appel au cortex préfrontal dans le comportement exploratoire, par exemple. Et là, vous n'en parlez pas. Alors, pardon. C'est 2 questions. Oui, oui, tout à fait. Alors, le paradoxe, je reviens. Oui, voilà. J'aurais envie de... Alors, ce sont des données, effectivement, qui restent, je pense, un modèle de réflexion, comme vous le proposez. Mais j'aurais envie de dire qu'il faut peut-être distinguer activation des structures et corrélation des structures, c'est-à-dire le réseau proprement dit. À savoir que dans l'exploration,
toutes les régions sont activées qui sont mentionnées ici, c'est-à-dire aussi bien le cervelet, l'hippocampe et les structures corticales. Et donc, bien qu'il y ait une corrélation très forte entre cortex, striatum et les circuits de la récompense, on peut imaginer que si on touche une de ces régions, par exemple l'hippocampe, il me semble que dans vos souris, effectivement, l'exploration était complètement altérée, mais il me semble que l'hippocampe est activé. Il me semble qu'il y avait des données comme ça chez ces souris. Et donc, on peut très bien imaginer que même si l'hippocampe ne joue pas un rôle majeur au niveau de la circuiterie elle-même, c'est une structure activée. Et donc, voilà, il faut déjà dissocier ces deux aspects-là. Ensuite, effectivement, ça donne l'impression d'un circuit beaucoup plus complexe lorsque il y a la mise en place de la séquence, mais finalement, je pense que c'est un comportement plus complexe, dans le sens où lorsqu'on doit naviguer vers un but, il faut avoir une prédiction de l'endroit où se trouve le but. Donc là, effectivement, le préfrontal va être particulièrement impliqué. L'hippocampe qui va faire tout ce codage à la fois du lieu et de la prise de décision et de l'organisation temporelle. Et ce qui était un peu nouveau, effectivement, c'est que le cervelet semble jouer un rôle crucial et d'intégration des informations et qui vient vraiment travailler conjointement, et ça on le voit dans toutes nos études, avec l'hippocampe. Sur votre question du cortex préfrontal dans l'exploration, en fait il est là, il fait partie de ce que j'ai mis en bleu. Alors ici c'est le cortex singulaire, le prélimbique, l'infralimbique. Donc en fait on a tout un tas de sous-régions du cortex préfrontal qui sont tout à fait présents pendant l'exploration et qui d'ailleurs jouent un rôle majeur puisque là ils sont dans le réseau qui est impliqué. Donc vous pensez que peut-être que le récepteur nicotinique dans ce territoire est nécessaire en quelque sorte, et quand on l'abolit, on passe à l'autre système. Complètement. Ah oui, il pourrait. Oui, ça c'est un point important, c'est-à-dire que effectivement tous les systèmes modulateurs, que ce soit cholinergiques ou sérotoninergiques, ce sont des choses qu'on ne connaît pas du tout sur la modification, de ces réseaux. Et vous avez raison, c'est complètement quelque chose qui pourrait permettre ce passage d'un réseau à l'autre. Mais il y a avec nos souris. Non, ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Agile. Oui, à ma connaissance, en clinique, les patients qui ont des grosses lésions cérébelleuses bilatérales n'ont pas ce genre de troubles. Mais je peux me tromper, il y a peut-être des cas exceptionnels, mais en pratique, vraiment, je ne vois pas. En revanche, des gens qui ont une déafférentation des nœuds gris centraux, comme dans une maladie de Parkinson assez sévère et isolée, ont quelque chose qui m'a toujours surpris, des troubles visio-spatiaux, et ça colle pas trop avec ce que vous nous avez dit, mais vous avez sûrement une explication. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. 2 minutes. Alors, je vais essayer d'aller vite. Sur les patients cérébelleux, en fait, ils ont des troubles du timing, qui est aussi quelque chose qui est impliqué, qui joue un rôle avec l'hippocampe. Par exemple, on sait qu'un conditionnement de fermeture de l'œil, voilà, ok. Bon. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est-à-dire qu'on a trouvé chez les patients cérébelleux des déficits aussi de timing et des déficits visio-spatial. Quand j'ai discuté avec des médecins qui en fait examinaient ces patients, ils me disent que souvent ils sont concentrés sur les problèmes moteurs et qu'ils ne pensent pas à évaluer en fait ces troubles cognitifs, parce que souvent on pense cervelet. Bon, mais ça dépend des cliniciens et on est d'accord que ça. Sur votre deuxième point qui concerne les ganglions de la base, c'est plutôt ici. Le striatum, et en particulier le striatum dorsomédian, est impliqué à chaque fois dans tous les réseaux que nous avons vus. On voit des modifications au niveau de la latéralisation de l'hippocampe, au niveau de la latéralisation du cervelet, mais le striatum dorsomédian est toujours présent. Et donc, joue également un rôle dans ces fonctions.